Bonsoir à tous les bozos. Alors ce soir, nous allons commencer le chapitre 3 qui s'intitule Confiné. Cela dura une éternité. Je ne me rappelais pas quand ça avait commencé et n'avais aucune idée du moment où cela se terminerait. Je me souvenais du mouvement, d'un grondement guttural, d'avoir été échappé à une surface plane. Puis d'une aiguille avant que la douleur ne m'emporte. La réalité était voilée. J'étais proche d'une bougie dont la flamme brûlait telle des fournaises infernales. J'étais prisonnière dans un four. Des gouttes de sueur s'écoulaient par tous mes pores comme de la cire. Je n'étais que feu, je brûlais. Ma peau se couvrait de cloques et flétrissait. L'instant suivant, je gelais littéralement, me sentant sur le point de mourir. Il n'y avait aucun entre-deux, juste une douleur sans fin et illimitée. L'OP Fluxion 14 avait été développé en collaboration entre les divisions médicales et militaires de Sion. Il provoquait un effet paralysant nommé fantasmagorie, et surnommé la peste du cerveau par les voyants amers, se traduisant par une série intense d'hallucinations causées par une distorsion de la dimension des rêves. C'est deep. J'affrontais vision après vision, poussant des hurlements d'agonie quand la vision se faisait trop forte. S'il existait une définition de l'enfer, je la découvris à cet instant. Mes cheveux collaient à mes larmes quand je vomissais, tentant vainement d'expulser le poison hors de mon corps. Je voulais que tout cela se termine, que ce soit le sommeil, l'inconscience ou la mort. Il fallait que quelque chose m'arrache à ce cauchemar. Doucement, trésor. Il est trop tôt pour mourir. Nous avons déjà perdu 3 jours. Des doigts froids me caressèrent le front. J'arquai le dos pour les fuir. S'il ne voulait pas que je meure, pourquoi m'infligerait tout ça? Des fleurs fanées flottèrent devant mes yeux. La pièce se mua en spirale, tournoyant encore et encore, si bien que je n'avais plus distingué le haut du bas. Je mordis dans un oreiller pour étouffer mes cris. Le goût du sang que je sentis m'informa que j'avais croqué dans autre chose. Ma lèvre, ma langue, ma joue, comment savoir? Il était impossible de se débarrasser du flux. On avait beau vomir ou uriner, il ne quittait jamais l'organisme et continuait à circuler, charrié par le sang. Les cellules du corps le reproduisaient à l'infini jusqu'à l'injection de l'antidote. Je voulus supplier, mais me découvris incapable d'articuler le moindre son. La douleur déferlait, inlassablement, vague, on fait beaucoup de vagues, jusqu'au moment où je sus que j'allais mourir. Une nouvelle voix me parvint alors. Ça suffit, il nous la faut vivante. Allez chercher l'antidote. Je ne m'assurerai que vous receviez 2 fois la dose qu'elle a eue. L'antidote! J'allais peut-être survivre. J'essayais de percevoir la réalité à travers les voiles successifs des hallucinations, mais ne distinguais rien d'autre que la bougie. Cela prenait trop de temps. Où était mon antidote? Peu importait. Désormais, je voulais dormir. Dormir jusqu'à la fin des temps. Laissez-moi partir, dis-je. Je veux sortir. Elle parle. Apportez-moi de l'eau. Le rebord froid d'un verre me heurta les dents. J'avalai de grandes lampées avides. Je levai le regard pour découvrir le visage de mon sauveur. Pitié, dis-je. 2 yeux plongèrent sur moi. Ils s'embrasèrent. Enfin le cauchemar cessa. Je sombrai dans un profond sommeil sans rêve. À mon réveil, je restais immobile. J'avais assez de sensations pour visualiser mentalement ma situation. J'étais allongé sur le ventre sur un matelas dur. J'avais la gorge en feu. La douleur était si intense que je fus contrainte de recouvrer mes esprits. Au moins pour chercher de quoi boire. Puis je me rendis compte avec surprise que j'étais totalement nu. Je roulais de côté, faisant reposer mon poids sur mon coude et ma hanche. Des croûtes de vomi avaient séché à la commissure de mes lèvres.
Dès que je pus me concentrer, je me tendis vers l'éther. Il y avait d'autres voyants quelque part dans cette prison. Il me fallut un bon moment pour m'habituer à la pénombre. J'étais sur le lit, une place garnie de draps, froid et humide. À ma droite se trouvait une fenêtre sans carreaux ornée de barreaux. Le sol et les murs étaient en pierre brûlée. Un soudain courant d'air me provoqua une éruption de chair de poule. Mon souffle formait de fines volutes de vapeur. Je resserrai les draps autour de mes épaules. Qui avait bien pu me piquer mes vêtements ? Dans le froid de la pièce, une porte était entr'ouverte. De la lumière filtrait par l'embrasure. Je me levai pour tester mon état. Quand je me sentis suffisamment stable, je me dirigeai vers l'ouverture. Je découvris une salle d'eau rudimentaire. La lumière émanait d'une simple bougie. Un cabinet d'aisance vétuste et un robinet rouillé planté haut sur le mur et s'écaillant au moindre contact occupaient les lieux. Quand j'ouvris le robinet, un déluge d'eau glaciale s'abattit sur ma tête. Je tentai de tourner le bouton dans l'autre sens, mais la température grimpa mieux qu'un demi-degré. Je décidai de procéder par étapes, aspergeant un membre après l'autre. Comme il n'y avait pas de serviette, je m'essuyais avec un drap avant d'enrouler un autre autour de moi. De retour dans la chambre, je découvris sans surprise que la porte était verrouillée. Je m'étais prise de fourmillements, j'ignorais où j'étais, pourquoi j'y étais, et ce que ces gens comptaient me faire. Nul ne savait ce qu'il arrivait aux détenus. Aucun d'entre eux n'avait jamais refait surface. Je m'assis sur mon lit et pris plusieurs longues inspirations. Les heures de fantasmagorie que j'avais subies m'avaient éprouvé, et je n'avais pas besoin d'un miroir pour deviner que j'avais une mine, encore plus cadavérique qu'à l'habitude. Mes frissons n'étaient pas uniquement dus au froid. J'étais nu et seul dans une cellule sombre, dont l'unique issue apparente était une fenêtre munie de barreaux. Ils m'avaient probablement emmené à la tour. Ils avaient également pris mon sac à dos, de même que l'opuscule. Je me roulais en boule au bout du lit, m'efforçant de conserver ma chaleur un maximum. Mon cœur tambourinait, un nœud épais m'obstruait la gorge. Allait-il faire du mal à mon père ? Ils étaient précieux, presque essentiels, mais lui pardonnerait-il d'avoir abrité une voyante ? Cela pouvait être considéré comme de la trahison. Mais il était important, il devait l'épargner. Je perdis quelque peu la notion du temps. Je sombrai dans un demi-sommeil agité. Finalement, je fus réveillé en sursaut par l'ouverture brutale de la porte. « Debout !» Une lampe à pétrole illumina les lieux. Une femme la brandissait. Peau pareille à du bronze, silhouette élégante. Elle me dépassait de plusieurs centimètres. Ses longs cheveux ondulés étaient d'un noir profond, de même que sa robe cintrée sur les manches se prolongeait jusqu'à la pointe de ses doigts gantés. J'étais incapable de déterminer son âge. Elle aurait tout aussi bien pu avoir 25 ans que 40 ans. Je l'observais en resserrant le drap autour de moi. Je remarquai 3 choses curieuses chez elle. D'abord, la couleur de ses yeux. Ils n'étaient pas d'un ambre tirant sur le jaune en fonction de la lumière. Non, ils étaient d'un jaune profond, presque chartreux, et ils luisaient. La seconde était son aura. C'était une voyante, mais d'un genre que je n'avais encore jamais rencontré. Je ne parvenais pas précisément à déterminer en quoi c'était étrange. Mais mes sens me l'indiquaient. Enfin, la plus glaçante d'entre nous, son territoire de rêve. Il était rigoureusement identique à celui que j'avais perçu en 1-4. Celui que je n'étais pas parvenu à identifier. Celui de l'inconnu. Mon instinct initial fut de l'attaquer. Mais je me savais incapable d'ouvrir une brèche dans ce type de territoire, et encore plus dans mon état actuel. « Est-ce que nous sommes à la tour ?» l'interrogeai-je d'une voix rauque. Elle ne répondit pas. Elle approcha la lampe de mon visage pour examiner mes prunelles. Je commençais à me demander si j'étais encore sous l'emprise de la peste du cerveau.
Prends ça, m'ordonna-t-elle. Je considérai les 2 pilules qu'elle me tendait. Prends-les! Non! Elle me frappa, j'avais le goût du sang dans la bouche. Je voulus me défendre, mais j'arrivai à peine à lever la main. J'introduisis difficilement les médicaments entre mes lèvres enflées. Couvre-toi, me dit-elle. Et si tu me désobéis à nouveau, je m'assurerai que tu ne quittes plus jamais cette pièce. En tout cas, pas sur tes 2 jambes. Elle me balança un tas de vêtements. Habille-toi! Je contemplais les frusques du sang me dégoûtant de la bouche. Une tache écarlate se répandit sur la tunique blanche que j'avais entre les mains. Elle avait de longues manches et un col carré. Le reste de ma tenue était composé d'une ceinture noire assortie à un pantalon, de chaussettes, de bottes, de sous-vêtements unis et d'un gilet rehaussé d'une petite ancre blanche brodée. L'emblème de Sion, je me revêtis tant bien que mal, forçant chacun de mes membres à s'activer. Quand j'eus terminé, elle se tourna vers la porte. « Suis-moi! Ne parle à personne !» Le froid était cinglant à l'extérieur de la pièce, et la moquette éliminée n'arrangeait rien à la situation. Elle avait autrefois dû être rouge, mais la couleur était passée et désormais parsemée de taches de vomi. Ma guide me mena dans un dédale de couloirs en pierre, égayé de loin en loin, de petites fenêtres à barreaux ou de torches embrasées. Les flammes semblaient trop fortes, trop crues, comparativement au bleu glacial des réverbères londoniens. Nous trouvions-nous dans un château? Je n'en connaissais aucun. 1000 kilomètres à la ronde. Nous n'avions plus de monarque depuis Victoria. À moins qu'il s'agît de l'une des vieilles prisons de catégorie D ou de la tour. Je risquai un coup d'œil à l'extérieur. Malgré la nuit, je discernais un cours grâce à plusieurs lanternes. Je me demandais combien de temps j'étais resté sous flux. Cette femme m'avait-elle regardé me débattre? Était-elle aux ordres de la DVN ou, au contraire, la dirigeait-elle? Elle aurait pu travailler pour l'archonterie, mais celle-ci n'aurait jamais recruté de voyante. Pourtant, elle en était clairement une. Elle s'arrêta devant une porte. Un garçon en émergea, petite créature frêle à la face de rat, affublée d'une touffe de cheveux de sable. Il exhibait tous les symptômes d'une affection au flux, les yeux vitreux, le visage blême, les lèvres bleues. La femme le contempla de la tête aux pieds. « Non, Karl, répondit-il d'une voix râpeuse. « Pardon ?»« Karl. » Il était évident qu'il souffrait. « Eh bien, félicitations, Karl, tu as survécu aux Fluxions 14. » Son timbre n'avait rien d'enjoué. « Tu ne redormiras sans doute pas de sitôt. » Karl et moi échangeâmes un regard. Je savais que je devais avoir l'air aussi mal en point que lui. Nous arpentâmes divers couloirs d'un pas traînant, et d'autres détenus vinrent se greffer à notre groupe. Leur aura était forte et caractéristique. Je parvins à deviner leur spécialité à tous. Un diseur, une chiromancienne, une palmiste, avec une coupe à la garçonne d'un bleu électrique, un tasséographe, un oracle au crâne rasé, une petite brune aux lèvres fines, sans doute une chuchoteuse, souffrant manifestement d'une fracture du bras. Tous semblaient avoir entre 15 et 24 ans. Tous étaient livides, se remettant d'une crise de flux. Nous étions 10 en tout. La femme pivota vers sa ribambelle de monstre. « J'appelle Pléone Sualocin, déclara-t-elle. Je vous servirai de guide pour votre premier jour à Sheol 1. Attends, c'est un dialogue, pardon. Je vous servirai de guide pour votre premier jour à Sheol 1. Ce soir, vous assisterez au discours de bienvenue. Vous allez devoir suivre un certain nombre de règles très simples. Vous ne devrez jamais regarder un réphaïte en face.
Vous garderez les yeux rivés au sol, conformément à votre rang, sauf instruction contraire. La chiromancienne leva la main, sans cesser d'examiner ses pieds. Un réphaïte ? Vous le découvrirez bien sitôt. Pléone marqua une pause. Une autre règle. Vous ne prendrez jamais la parole à moins qu'un réphaïte vous y enjoigne. Avez-vous des questions ? Oui, intervint le tasséographe. Lui ne regardait pas par terre. Où sommes-nous ? Vous êtes sur le point de le découvrir. Bordel ! Mais qu'est-ce qui vous donne le droit de nous capturer ? Je ne mendiais même pas. Je n'ai enfreint aucune loi. Prouvez donc que j'ai une aura. Je retourne en ville sans plus attendre, et ce n'est pas vous qui... Elle se tue. Il se tue. 2 gouttes de sang sombre lui perlèrent aux yeux. Il émit un petit gémissement avant de s'écrouler. La palmiste hurla. Pléone considéra la silhouette du Tasséo. Quand elle nous toisa de nouveau, ce fut un regard d'un bleu de chalumeau. Je me détournai nerveusement. D'autres questions ? La Chiro se plaqua une main sur la bouche. Nous fûmes ensuite emmenés jusqu'à une petite salle enténébrée, aux murs et au sol aussi humides que ceux d'une crypte. Pléone nous y enferma et partit. Pendant une longue minute, nul n'osa s'exprimer. La palmiste était prise de sanglots, au bord de l'hystérie. La plupart des autres étaient trop faibles pour parler. Je m'assis dans un coin, à l'écart du groupe. Mes manches dissimulaient ma peau hérissée de chair de poule. « Est-ce qu'on est encore dans la tour ?» demanda un augure. « Ça ressemble à la tour !»« Ta gueule !» répliqua un autre. « Ferme ta gueule !» Quelqu'un se mit à prier le... Pardon, c'est pas un dialogue. Quelqu'un se mit à prier le Zeitgeist, comme si cela pouvait... Comme si cela pouvait nous tirer d'affaire. Je reposai le menton sur les genoux. Je ne voulais pas savoir ce qu'il allait nous faire. J'ignorais combien de temps je résisterais à la torture. J'avais entendu mon père parler de ces simulacres de noyade, durant lesquels il ne vous laissait respirer que quelques secondes. Selon lui, ce n'était pas de la torture, mais de la thérapie. Un diseur s'accroupit à côté de moi. Il était chauve et large d'épaules. Si je ne distinguais guère ses traits dans la pénombre, je percevais néanmoins ses grands yeux noirs et intenses. Il me tendit la main. « Juliane !» Il ne semblait pas effrayé, juste timide. « Paige ?» répondis-je. Mieux valait ne pas dévoiler mon nom de famille. Je m'éclaircis la voix. « Tu viens de la cohorte ? De quelle cohorte ? » 4-6. 1-4. C'est le territoire du dompteur blanc ? Je confirmai. Quel quartier ? Soho, déclarai-je. Si j'avais parlé des cadrans, il aurait su que j'étais l'un des plus proches éléments de Jackson. Tu as de la chance. J'adorerais habiter dans le centre. Pourquoi ? L'organisation y est plus forte. Il ne se passe pas grand-chose dans mon secteur. Il poursuivait et à voix basse. Ils t'ont arrêté pourquoi ? J'ai tué un garde souterrain. J'avais mal à la gorge. Et toi ? Un léger désaccord avec un vigile. Pour faire court, il n'est plus de ce monde. Mais tu es un diseur ? La plupart des voyants considéraient les diseurs une sous-catégorie de devins avec mépris. Comme tous les devins, ils communiquaient avec les esprits par l'intermédiaire d'objets. Dans le cas des diseurs, tout ce qui était réfléchissant. Jax les haïssait avec fougue. Les bobardeurs. Poupée, appelle-les les bobardeurs. À la réflexion, il en allait de même avec les augures. Julien sembla lire dans mon esprit. « Tu ne nous crois pas capables de meurtre ? Pas avec les esprits. Vous ne pourrez pas en maîtriser un nombre suffisant. Tu t'y connais en voyant ?
constata-t-il en se frictionnant les bras. Tu as raison, je lui ai tiré dessus. Ça ne les a pas empêchés de m'arrêter. Je restai coite. Une goutte d'eau glaciale tomba du plafond et me roula sur le nez. La plupart des autres prisonniers demeureraient muets. Un garçon se balançait d'avant en arrière sur ses talons. « Ton aura est étrange, » reprit Julien en m'examinant. « Je n'arrive pas à déterminer ta classe. Je dirais bien un oracle, mais... Il y a longtemps que je n'ai pas entendu parler de femme oracle, et je ne pense pas que tu sois une sibylle. Je suis occultomancienne. Tu fais quoi? Planter quelqu'un avec une aiguille? Un truc dans le genre. » Un violent fracas retentit de l'extérieur, suivi d'un hurlement déchirant. Tout le monde se tut. « C'est un déchaîné !» affirma un homme d'une voix terrifiée. « C'est un déchaîné !»« Ils ne vont quand même pas en lâcher un parmi nous, si? Les déchaînés n'existent pas, intervins-je. Tu n'as donc pas lu des mérites? Si, mais leur existence n'est qu'hypothétique. Il ne parut pas soulagé pour autant. À l'évocation de l'opuscule, j'eus soudain plus froid que jamais. Il pouvait être n'importe où, entre n'importe quelle main. Une première édition de l'ouvrage plus séditieux de la citadelle amendée de notre... C'est pas un dialogue, pourquoi ils ont bien tiré? Une première édition de l'ouvrage le plus séditieux de la citadelle, amendé de notes manuscrites et de coordonnées. Je n'aurais jamais pu l'obtenir sans en connaître l'auteur. « Ils vont recommencer à nous torturer !» affirma la chuchoteuse en berçant son bras blessé. « Ils veulent quelque chose, sans quoi ils ne nous auraient jamais laissé sortir. »« Sortir d'où ?» m'étonnai-je. « De la tour, imbécile ! Là où nous sommes restés enfermés pendant 2 ans. 2 ans !» Un rire de démence s'éleva d'un coin de la pièce. « Disons plutôt 9 ans !» Un nouvel éclat de rire, plutôt un gloussonnement. 9 ans. 9 ans! À ce que j'en savais, les captifs avaient le choix. Soit ils rejoignaient la DVN, soit ils étaient exécutés, sans autre forme de procès. Inutile de les détenir. Pourquoi 9? Manquis-je. Pas de réponse. Une minute plus tard, Julien reprit la parole. Quelqu'un d'autre se demande pourquoi nous sommes pas morts? Ils ont tué tous les autres, répliqua une nouvelle voix. Je suis resté enfermé là-bas pendant des mois. Tout le monde voyant de mon aile ont eu le droit à la corde. Une pause. Nous avons dû être sélectionnés pour quelque chose. Scissors, murmura un autre. Pardon, c'est Scissors. On va leur servir de cobayes, c'est sûr. Ils vont nous disséquer. Ça ne vient pas de Scissors, assurai-je. Le long silence qui s'ensuivit ne fut entrecoupé que par des sanglots amers de la palmiste. Elle ne semblait pas pouvoir s'arrêter. Karl s'adressa finalement à la chuchoteuse. « Tu disais qu'il voulait un truc, siffleuse? À quoi tu pensais? »« Je n'en sais rien. Notre vue. Ils ne peuvent pas tous nous la prendre, contrais-je. Tais-toi donc. Tu n'es même pas doté. Ils n'ont sans doute pas besoin d'une voyante aveugle. » Je résistais à la tentation de lui briser l'autre bras. « Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a fait au Tosséo ?» La chiromancienne tremblait comme une feuille. « Ses yeux, elle n'a même pas bougé. En tout cas, je pensais qu'on serait tous exécutés. » La coupa Karl, comme s'il ne comprenait pas pourquoi nous étions si inquiets. Je préfère n'importe quoi à la corde. Je préfère n'importe quoi à la corde, pas vous? On y aura peut-être sans doute droit, quand même, fis-je remarquer. Cela lui cloua le bec. Et toc! Un autre garçon si pâle,
que le flux semblait avoir drainé tout son sang hors de ses veines, se mit à hyperventiler. Il avait le nez couvert de taches et de rousseur, je ne l'avais pas encore remarqué. Et il ne possédait pas la moindre trace d'aura. « On en est où, là ?» Il peinait à articuler. « Qui êtes-vous ? Les uns et les autres ?» Julien se tourna vers lui. « Tu es amorotique !» constata-t-il. « Pourquoi ils t'ont embarqué ? Amorotique ? C'est sans doute une erreur, trancha l'oracle d'un ton las. Ils vont le tuer comme nous tous. Pas de bol, gamin. L'intéressé sembla sur le point de s'évanouir. Il se releva d'un bond et alla secouer les barreaux. Je n'ai rien fait ici. Je veux rentrer chez moi. Je suis pas anormal. Pas du tout. Il était presque en larmes. Je suis désolé. Désolé pour la pierre. Je lui plaquai une main sur la bouche. Tais-toi. Quelques autres l'insultèrent. « Tu veux qu'elle te bute ? Toi aussi ?» Il tremblait de tous ses membres. Je ne lui donnai pas plus de 15 minutes. Cela me rappela malgré moi une époque lointaine, une époque où j'étais seul et terrifié. « Comment t'appelles-tu » demandai-je d'une voix qui se voulait douce. « Comment t'appelles-tu »« Seb Pierce. » Il croisa les bras, ce qui lui donna l'air encore plus petit. Est-ce que vous êtes tous des anormaux ? Ouais, on va faire un sort pas normal à tes organes internes si tu ne fermes pas ta gueule. Le railla d'une voix. Seb fit la grimace. Ça n'arrivera pas, je le rassurai. Je m'appelle Paige, et voici Julian. Ce dernier se contenta de hocher la tête. Apparemment, il m'incombait de faire de la conversation à cet amorotique. « Tu viens d'où, Seb ?»« Cohorte 3. »« Le cercle ?» commenta Julien. « Joli !» Seb détourna le menton. Il grelottait. Il pensait probablement que nous allions le découper en morceaux et nous baigner dans son sang pour quelques occultes rituels. J'étais allé au collège dans le cercle, un nom de code pour la 3e cohorte. « Dis-nous ce qui t'est arrivé !» l'encourageai-je. Il se tourna vers les autres. Je n'arrivais pas à lui reprocher sa trouille. On lui avait inculqué depuis son plus jeune âge que les clairvoyants étaient la cause de tous les maux du monde. Et voilà qu'il se retrouvait enfermé dans une pièce qui en était remplie. Un type du lycée a planqué un truc de contrebande dans mon cartable, expliqua-t-il. Sans doute une pierre de vérité, le numen, le plus courant sur le marché noir. Le prof m'a vu essayer de lui rendre en classe. Il a cru que je l'avais obtenu de l'un de ses mendiants. Ils ont appelé les vigiles de l'école pour le fouiller. Un gamin de Sion, sans le moindre doute. Si son bahut disposait de son propre service de sécurité, les frais d'inscription devaient atteindre des sommes astronomiques. Il a fallu des heures pour le convaincre que c'était un coup monté. J'ai pris un raccourci pour rentrer chez moi. Seb avala sa salive. J'ai vu 2 hommes en rouge au coin de la rue. J'ai essayé de les éviter, mais ils m'ont entendu. Ils portaient des masques. Je ne savais pas pourquoi, je me mis à courir. J'avais la trouille, puis j'ai entendu un coup de feu, et puis plus rien. J'ai dû m'évanouir. Ensuite, j'ai été malade. Je me demandais quels effets le flux pouvait avoir sur les amorotiques. Il n'était pas étonnant que les symptômes physiques soient les mêmes. Vomissements, soif, terreur inexplicable, mais pas la fantasmagorie. C'est terrible, lui dis-je. Je suis sûr que ce n'est qu'un affreux malentendu. Je le pensais, un amorotique aussi bien né que Seb n'avait rien à faire là. Cela semblait lui mettre un coup de baume au cœur. « Tu penses qu'ils vont me laisser rentrer ?»« Non !» trancha Julien. Les oreilles me picotèrent. Le bruit de pas, Pléone revenait. Elle ouvrit la porte, empoigna par le col
premier prisonnier et le força à se mettre debout. « Suivez-moi! N'oubliez pas les règles !» Nous quittâmes le bâtiment par une haute porte à double battant. La chuchoteuse guidait la palmiste par le coude. L'air glacial mordait chaque centimètre carré de peau exposée. Je tressaillis en apercevant la potence. Peut-être étions-nous effectivement à la tour. Mais Pléone ne s'y arrêta pas. J'ignorais encore ce qu'elle avait infligé au tasséographe ou d'où provenait le cri atroce que nous avions entendu. Je ne risquais pourtant pas de poser la question. Tête basse, yeux grands ouverts. Telle serait ma règle ici aussi. Elle nous guida à travers la rue déserte, illuminée au gaz et toute détrempée après une nuit de pluie. Julien marchait à ma hauteur. À mesure que nous progressions, les immeubles se firent de plus en plus hauts. Toutefois, il était encore loin d'être des gratte-ciel. Et il n'avait ni charpente métallique, ni électricité. De vieilles bâtisses que je n'avais encore jamais vues, construites à une époque où les goûts étaient très différents. Des murs en pierre, des portes en bois, des vitraux à petits carreaux rouges sombres et améthystes. Au détour du dernier virage, nous fûmes accueillis par une image que je n'oublierai jamais. L'avenue qui s'étendait devant nous était étrangement large. Il n'y avait pas une voiture en vue, juste des maisons branlantes et des guingois. Les parois des contreplaqués soutenaient paisiblement des toitures en tôle ondulée. De part et d'autre de cette petite ville, s'élevaient des bâtiments plus grands. Des huiles de bois lourds, de hautes fenêtres et des créneaux, comme sur les châteaux de l'époque victorienne. Cela me rappelait tant la tour que je dus détourner le regard. À quelques mètres de la première masure se tenait un groupe de silhouettes élancées sur une scène à ciel ouvert. Les bougies disposées autour d'elles illuminaient leurs figures masquées. Un violon résonnait sous les planches, de la musique de voyant que seul un chuchoteur pouvait produire. Une vaste foule les contemplait par en dessous. Chaque spectateur portait une tunique rouge et un gilet noir, comme s'il attendait notre arrivée. Les artistes se mirent à danser. Tous étaient des clairvoyants. D'ailleurs, pas une personne ici ne l'était pas. Jamais de ma vie, je n'en avais jamais vu autant réunis au même endroit, paisiblement debout côte à côte. Une centaine d'observateurs au moins se tenaient autour de la scène. Il ne s'agissait pas de quelque réunion secrète organisée dans un tunnel de métro. Ce n'était pas non plus la horde brutale d'Hector. C'était très différent. Quand Seb m'attrapa la main, je ne le repoussai pas. Le spectacle se poursuivit plusieurs minutes. Les membres du public n'étaient pas tous attentifs. Certains dévisaient, d'autres y allaient de leur colibé. J'étais à peu près sûr d'avoir entendu le mot froussard Après la danse, une fille en juste corps noir fit son apparition sur un palier surélevé. Ses cheveux bruns étaient ramenés en un chignon. Son masque était doré et ailé. Elle resta un moment immobile, figée comme dans du marbre, puis elle sauta dans le vide et attrapa 2 longues teintures rouges accrochées à une poutre. Elle enroula un bras, une jambe, autour, grimpa d'une dizaine de mètres, puis se laissa redescendre en tourbillonnant. Cela lui valut des applaudissements timides. Mon esprit était encore embrouillé par la drogue. S'agissait-il de quelque culte de voyants ? J'avais déjà entendu plus farfelu. Je me forçais à étudier l'avenue. Une chose était certaine, nous ne trouvions pas Asilo. Rien n'indiquait la présence de Sion. De grands immeubles anciens, de spectacles publics, des réverbères au gaz et des rues pavées. C'était comme si nous avions remonté le temps. Je savais précisément où nous étions. Tout le monde avait déjà entendu parler de la cité perdue d'Oxford.
Cela faisait partie du programme d'histoire de Sion. Un incendie avait détruit l'université à l'automne 1859. Il n'en subsistait qu'une zone interdite, de type A. Nul était autorisé à poser le pied ici, de craindre de déclencher une mystérieuse épidémie. Sion avait donc simplement rayé cet endroit de la carte. J'avais lu dans les archives de Jackson qu'un courageux journaliste du Rugissant avait tenté de visiter les lieux en 2036, menaçant d'en faire un article. Sa voiture avait été détournée par des snipers et on ne l'avait jamais retrouvée. Le Rugissant, un journal à prix réduit, avait disparu tout aussi net. Il avait trop souvent cherché à mettre au jour les secrets de Sion. Pléone pivota pour nous faire face. Son visage avait beau disparaître dans l'obscurité, ses yeux brûlaient toujours aussi fort. « Il est inconvenant de regarder fixement, » nous rappela-t-elle. « N'allez pas mettre en retard le discours de N'allez pas vous mettre en retard pour le discours solennel. » Néanmoins, nous ne pouvions nous détourner de la danse. Nous lui emboîtâmes le pas, mais il ne put empêcher d'observer. Nous la suivîmes jusqu'à un immense portail en fer forgé. Les 2 larges battants furent ouverts par 2 hommes ressemblant beaucoup à notre guide. Ils avaient les mêmes yeux, la même peau satinée, la même aura. Pléone les dépassa d'un regard. Seb commençait à verdir. Je lui lâchai pas la main, tandis que nous pénétrions dans la vaste cour intérieure. Cette amorotique aurait dû me laisser indifférente. Pourtant, il paraissait bien trop vulnérable pour être livré à lui-même. La palmiste était en larmes. Seul l'oracle, qui se martyrisait de jointure, semblait rassuré. À mesure de notre avancée, nous fûmes rejoints par d'autres groupes de nouveaux arrivants en tunique blanche. La plupart d'entre eux avaient l'air terrifiés, d'autres étaient euphoriques. Mes compagnons d'infortune et moi nous resserrâmes en rejoignant les rangs. On nous guida tels des moutons jusqu'à une longue pièce particulièrement volumineuse. Des étagères olives occupaient les parois du sol au plafond, bourrés de vieux livres magnifiques. 11 vitraux étaient percés dans un mur. Le décor était antique, jusqu'à la mosaïque en diagonale sur laquelle nous marchions. Les autres prisonniers se mirent en ligne. Je me positionnai entre Julien et Seb, tous les sens en alerte. Julien semblait aussi tendu que moi. Il jaugeait du regard un détenu après l'autre. La foule était vraiment hétéroclite, le véritable méli-mélo de voyants allant de l'augure au devin en passant par le médium et le sensoriel. Pléone nous avait quittés. Elle se tenait désormais sur une estrade en compagnie de 8 de ses congénères, sans doute les fameux Réphaïm. Mon 6e sens entra en ébullition. Lorsque nous fûmes tous réunis, un silence de mort se répandit sur la pièce. Une seule femme ne fit pas un pas en avant, puis elle prit la parole. Eh ben, merci de m'avoir écouté, c'est la fin de ce chapitre 3. À bientôt. Ciao les bozos et bonne nuit.